c'est pas grave. Alors attendez, hop, voilà, l'enregistrement a débuté. Donc aujourd'hui, en fait, au sein de Respire, on aimerait mener des webinaires assez régulièrement pour aborder le tourisme d'un point de vue scientifique avec différentes approches. Donc aujourd'hui, on va avoir Christophe Alcantara, qui est professeur des universités à l'université de Toulouse et qui va nous présenter les chemins de Compostelle comme un objet scientifique complexe en sciences humaines et sociales. Et on va ensuite avoir un peu de temps pour pouvoir échanger avec lui et éventuellement, si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Donc, Christophe, je t'en prie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce que c'est le premier webinaire d'une longue série, on espère. Et on te laisse la parole. Eh bien, chère Rislaine, merci déjà de m'avoir invité. Merci à l'association Respire de me permettre de partager mes interrogations et le sujet des chemins de Compostelle aujourd'hui. Je suis ravi et honoré de pouvoir inaugurer ces webinaires à venir sur les thèmes des chemins culturels et sur le thème du voyage d'une manière large. Et si vous le voulez bien, aujourd'hui, sur une durée de à peu près une trentaine de minutes maximum, je vais, pour nous laisser justement le temps de pouvoir dialoguer, discuter ensuite, je vais interroger devant vous les chemins de Compostelle au XXIe siècle, chemins de Compostelle qui ont bien évidemment une histoire millénaire. Donc, si vous me le permettez, je vais partager un document, en l'occurrence un PowerPoint, pardon, avec vous, qui va nous permettre de d'appréhender ce questionnement. Est-ce que tout le monde voit le document partagé? Oui? Bien. D'accord. Donc, le titre de mon intervention, c'est donc Interroger les chemins de Compostelle au XXIe siècle. Et en transition, le plan de l'intervention va se décomposer comme suit. Un bref cadrage historique, parce que l'histoire quand même des chemins de Compostelle est millénaire. Une première section qui va vraiment parler des dynamiques contemporaines des chemins de Compostelle. On est quand même dans quelque chose d'assez singulier, alors que nous sommes dans une société sécularisée. Plus de 440 000 personnes ont fréquenté les chemins et ont été recensées l'année dernière, par exemple. Nous verrons ensuite les marqueurs politiques, culturels et patrimoniaux des labellisations UNESCO et Conseil de l'Europe. Et enfin, nous porterons à la discussion des éléments propres aux enjeux actuels et à venir à court terme des chemins de Compostelle. Alors, pour parler brièvement de l'histoire, rappelons que Saint Jacques de Compostelle, Saint Jacques est l'un des premiers compagnons de route et disciple de Jésus. Il est l'un des 12 apôtres, fils de Zébédée et frère de Saint Jean l'évangéliste. Il est l'un des 3 apôtres présents le jour de la transfiguration du Christ. Il est également le premier apôtre à subir le martyre, car il fut décapité en 43 par Hérode Agrippa à Jérusalem. Et on sait que chaque apôtre reçut une région du monde à évangéliser, et l'Espagne fut attribuée à Saint Jacques. Les historiens s'accordent pour dire que les reliques de Saint Jacques furent probablement découvertes entre 788 et 838. On voit bien que l'histoire donc de Compostelle et des reliques de Saint Jacques de Compostelle sont plus que millénaires. La plupart des historiens, bien évidemment, s'accordent sur le fait que la prédication de Saint Jacques en Espagne est une légende, au même titre que la translation de ses reliques en Galice. Mais cela n'est pas le plus important. En effet, cette mythologie a engendré une dynamique, un souffle et un élan toujours actuels. Et c'est la permanence de ce phénomène à travers les siècles qui est remarquable. Dans cette période initiale du Haut Moyen Âge, la dispersion des corps saints et la multiplication des reliques ont permis de développer le pèlerinage. Et la société de cette époque-là cette société occidentale de cette époque-là, possède un prisme d'analyse du monde qui l'entoure, qui est fondé à la fois sur le merveilleux et le sacré. Et ce contexte aide à mieux comprendre la dynamique du pèlerinage. Car rappelons que les 3 principaux pèlerinages chrétiens de la chrétienté sont le pèlerinage à Jérusalem, celui qui mène à Rome, et enfin celui qui mène à Saint-Jacques de Compostelle. Et le but du jeu, historiquement, est une appropriation chrétienne de l'espace. C'est une façon d'investir les lieux, la géographie.
Mais pour déplacer les foules et créer une dynamique collective, une mise en marche vers un lieu sacré, encore faut-il qu'il y ait du sacré. Et c'est l'une des caractéristiques des reliques, d'où le sanctuaire de Compostelle qui abrite les reliques de Saint-Jacques. Rappelons que sanctuaire vient du latin sanctus, qui signifie inviolable, consacré, vénéré. Et le sacré apparaît donc et s'oppose au profane, qui signifie à l'origine hors du temps. Le sanctuaire est donc un lieu clos, séparé du monde profane par une enceinte, qui agit comme un filtre qui purifie et répare, pour citer Chéligny et Brantôme. Mais le pèlerinage n'est pas uniquement un déplacement vers un sanctuaire. Trois éléments sont fondateurs du pèlerinage. L'existence d'un lieu sacré, une démarche spéciale pour s'y rendre, ce qui suppose une rupture, même symbolique, et une distance à parcourir sur des routes et des chemins, et des rites à accomplir au terme de l'allée qui est appelée sanctuaire. C'est ainsi que le culte des reliques fut une des causes de l'essor du pèlerinage au Moyen Âge. La multiplication des reliques, en particulier par translation comme à Saint-Jacques de Compostelle, contribua à la création de nouveaux lieux de culte. Et cet essaimage avait également une connotation politique marquée, créer un fort lien d'appartenance pour relier les immenses territoires de l'Empire carolingien. Ce sentiment d'unicité de la chrétienté, en particulier en Galice, contribue à créer le mouvement de la Reconquista de la péninsule ibérique face à l'occupant musulman. N'oubliez pas que l'enjeu à cette époque-là était de rassembler les royaumes chrétiens pour lutter contre l'invasion musulmane et donc participer à cette fameuse reconquête Reconquista. C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté là le Saint-Jacques, la figure de Saint-Jacques, le Saint-Jacques pèlerin, qui est la figure qui est la plus souvent représentée. Mais en Espagne est également représenté le Saint-Jacques Matamoro. Matamoro, Matamora, c'est celui qui tue les morts, c'est celui qui tue les Arabes, d'accord? Matamoro. Et alors souvent, ça interpelle aujourd'hui certaines personnes dans une forme de bien-pensance en disant ben, c'est interpellant quand même, mais en même temps, c'est pas plus interpellant que ça, c'est une histoire. Et il faut regarder l'histoire telle qu'elle est et prendre appui sur cette histoire-là. Saint-Jacques est le saint patron de l'Espagne. Et Saint-Jacques a été utilisé politiquement, y compris à une époque récente. Au moment de la dictature franquiste, le franquisme, en particulier le Franco, prenait largement appui sur la figure de Saint-Jacques de Compostelle. Donc vous voyez que l'appropriation politique, y compris de Saint-Jacques, est quelque chose qui a traversé les siècles et le temps. Alors on pourrait dire que le développement des chemins de Saint-Jacques atteint un sommet au XIIe siècle. Chéligny et Brantôme disent que c'est l'époque où le christianisme gagne toute l'Europe et où le culte des reliques atteint son apogée. Donc l'imaginaire du pèlerin doit être nourri pour créer et entretenir le départ vers Saint-Jacques de Compostelle. On relate l'intervention de Charlemagne et son passage sur les chemins qui mènent à Compostelle pour délivrer son tombeau des infidèles. Toujours pareil, c'est une mythologie. Un récit imaginaire qui alimente la mythologie compostellane et permet aux pèlerins du Moyen Âge de croire qu'il emboîte son pas dans les pas de Charlemagne. Et c'est à cette époque que furent rédigés, compilés et rassemblés les différents livres connus sous le nom de Codex Callistinus. Et le cinquième livre de ce codex, connu en France sous le titre de Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, rassemblé par Jean Vieillard en 1938, présentait les principales voies terrestres d'accès à Compostelle pour se rendre au sanctuaire et pour se rendre au sanctuaire par un chemin qu'on appelait ensuite le Camino Frances. Il s'agit au fond d'une sorte d'entreprise publicitaire, pour citer ma collègue et amie Adeline Rucois, qui avait pour but à la fois d'attirer les pèlerins à Saint-Jacques et de les inciter à s'installer dans les villes ainsi traversées, à une époque où les débuts de la reconquête requéraient que la population augmentât. C'est ainsi qu'apparaît la géographie imaginaire des 4 routes principales d'accès à Compostelle que je vous présente ici. Vous avez la route de Paris, le chemin de Paris et Tours, vous avez la route du Vézelay, vous avez la route du Puy et vous avez la route d'Arles. Ces routes convergent les unes et les autres sur cette portion unique que nous voyons ici et que l'on appelle le Camino Frances. D'accord? Ces routes sont historiques et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a auprès des offices de tourisme et auprès de certains acteurs des chemins des questions sur savoir si telle, telle ville ou tel chemin relève des chemins historiques ou pas.
Les chemins historiques sont également une invention. Le pèlerin, à l'époque, c'est pas moi qui le dis, ce sont mes collègues amis historiens. Mais il partait de chez lui, il quittait sa maison et puis il prenait la route vers Compostelle. Et certains chemins ont été plus fréquentés que d'autres parce que s'y trouvait une auberge, une halte qui facilitait le déplacement des uns et des autres. Donc, y compris les chemins historiques que je vous présente, sont une construction a posteriori. Alors, fort de cela, euh, on pourrait dire que la géographie imaginaire des 4 routes principales d'accès à Compostelle est au fond le produit d'une christianisation de l'espace qui s'est fait au fil des siècles. Et donc ce pèlerinage, c'est quoi au fond en définitive? Ben, c'est un phénomène à Compostelle qui a embrassé dès le départ jusqu'à nos jours toutes les couches sociales. Le pèlerin s'engage physiquement vers une destination, puisque le pèlerinage est une manifestation matérielle d'un itinéraire spirituel. Dans l'accomplissement de son chemin, le pèlerin n'est pas dans l'errance, mais tendu vers une destination, vers un but qui est lui-même l'objet de sa mise en marche. Et l'objet de cette motivation est de l'ordre de l'intime. Mais aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, quelle est la réalité des chemins? Ben, la réalité des chemins aujourd'hui, c'est une croissance continue de la fréquentation des chemins, des motivations qui ne sont pas qualifiées de religieuses par les renseignants lorsque je les interroge, mais de spirituelles par les marcheurs pèlerins, et qui est identifiée comme telle par les statistiques du Bureau des pèlerins de Compostelle. Et puis, un investissement particulier, une appropriation particulière de cette route, de ce voyage vers Compostelle, qui passe entre autres aujourd'hui par les réseaux sociaux, et plus particulièrement par Instagram, qui est un réseau social où l'image est valorisée. Alors, sur cette première slide, là, sur le slide que je vous projette, je suis parti de 2004. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Alors, toutes les images, pardon, tous les bâtons que vous voyez en bleu, ce sont des années compostellanes, ce sont des années saintes. Une année sainte, c'est une année où la Saint-Jacques, qui est fêtée le 25 juillet, tombe un dimanche, d'accord? Et lorsque nous sommes sur une année sainte, eh bien évidemment, la croissance, la fréquentation, pardon, est beaucoup plus importante qu'une année qui n'est pas sainte. Et si j'avais pu remonter jusqu'aux années 90, je vous aurais montré qu'en 90, on avait recensé à peu près 15 000 pèlerins. Il y a eu une croissance continue. Je vous passe l'année 2020 et 2021 qui sont des années Covid, bien évidemment. Mais si on soustrait ces 2 années-là, vous voyez bien que la croissance est continue pour atteindre en 2023 plus de 440 000 pèlerins identifiés et recensés par le bureau des pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une croissance continue quasiment à 2 chiffres depuis 30 ans, ce qui est quand même assez interpellant, alors que nous sommes dans une société sécularisée, c'est-à-dire une société où le religieux tend à disparaître. Et ce n'est pas le seul paradoxe des chemins de Compostelle. Alors, une autre chose également qui est assez remarquable dans la dynamique contemporaine des chemins, c'est la notoriété de l'image des chemins. Enfin, qu'est-ce qui oriente, pardon, le choix vers les chemins de Compostelle? Plus de la moitié des pèlerins disent que c'est la notoriété et l'image, puis des amis proches de la famille, éventuellement des livres, des lectures, des connaissances, des films du cinéma et à aucun moment de la publicité. Bien évidemment, on est au-delà de 100% puisque vous pouvez être orienté par votre choix, par des canaux multiples. La notoriété et l'image des chemins est assez intéressante à analyser parce que on la retrouve, entre autres, sur les réseaux sociaux. Une étude que j'ai menée il y a quelques mois maintenant donne les chiffres suivants. Plus de 24 000 publications sur Instagram sont identifiées avec le mot-clé Saint-Jacques-de-Compostelle, 26 000 publications avec l'hashtag chemin de Saint-Jacques, 740 000 publications avec l'hashtag Santiago de Compostela, donc beaucoup moins francophone et beaucoup plus international, et 22 000 publications avec l'hashtag chemin de Compostelle. On voit bien que c'est quelque chose de majeur, significatif, avec une viralité très très importante et qui au fond a montré que le phénomène de société observable sur les chemins réels, cette augmentation de la fréquentation, se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, qui tend à traduire la réalité de la vie que les gens mènent. Fort de ça, euh, j'ai mené une étude auprès de plusieurs comptes Instagram et j'ai analysé, il y a de longs mois déjà, près de 4000 photos. Et l'idée serait rapidement de partager avec vous
ce que j'ai observé pour montrer la réalité vécue aujourd'hui des pèlerins sur les chemins de Compostelle. Alors, ils voient quoi dans un premier temps? Mais dans un premier temps, ce qu'on observe, ce sont des images touristiques. Vous voyez bien que les images que je vous projette là pourraient être absolument identifiées dans n'importe quelle situation de voyage, mais pas nécessairement à Compostelle. Et au fond, c'est un voile que l'on voit lorsqu'on analyse les comptes Instagram des pèlerins sur Compostelle. Ce voile, c'est d'abord des images touristiques. Mais dès qu'on perce ce voile, on voit autre chose. On voit des images de la marche qui correspondent à peu près 25 à 30% des images que j'ai pu observer. Et comme vous pouvez le voir, ces images ne sont pas nécessairement une mise en scène de soi narcissique. On voit des gens qui se retrouvent sur le chemin et qui veulent montrer leur marche, leur participation, leur engagement sur les chemins au plus près de la réalité. Euh, c'est très visible à travers ce zoom, par exemple, que l'on voit d'un marcheur qui soulève son soulier. On veut vraiment montrer l'imprégnation de la marche sur les chemins. Et cette imprégnation, on la retrouve également avec des images du corps. Et ça, c'est assez intéressant. Alors que les réseaux sociaux, et je pense, Rislaine, que tu ne seras pas contre ce que je vais dire, alors que les réseaux sociaux sont souvent l'incarnation du narcissisme, hein, avec son corollaire, le selfie, euh, très peu de selfies, très peu de selfies sur les 4000 photos que j'ai analysées. Les selfies, c'est à peu près 50 photos. Et je ne vous ai pas montré des selfies, je vous ai montré près de 200 photos qui sont la projection des ombres portées des pèlerins. Vous voyez, le pèlerin veut montrer qu'il est présent, veut montrer des images de son corps, mais quelque part en clair-obscur. Ce n'est pas lui qui le met en avant, c'est son corps. Vous m'excuserez, mais rares sont quand même les récits de soi où on voit montrer ses pieds, où on voit éventuellement montrer ses pieds meurtris par une marche au long cours quotidienne. Donc c'est quelque chose de tout à fait singulier. Autre chose également qui s'observe, c'est l'arrivée. Je vous ai dit tout à l'heure que les pèlerins généralement arrivaient dans un sanctuaire hein, pour opposer le sacré au profane. Alors le sanctuaire, il est là, on voit bien hein, la cathédrale de Compostelle, mais lorsqu'on regarde bien les images d'arrivée, qui représentent moins de 10% des images, ce n'est pas nécessairement que le sanctuaire qui est mis en avant, c'est également le cap Finistère. Finistère qui relève étymologiquement de Finisterae, là où la terre finit, le bout du cap Finistère. Ce qui est assez singulier, puisque le kilomètre zéro, normalement, ce n'est pas le cap Finistère. Le kilomètre zéro, c'est le sanctuaire. Mais les gens aujourd'hui dépassent le sanctuaire et vont au cap Finistère. Pour l'anecdote, une approche marketing très intéressante, il y a une auberge juste à côté du cap Finistère avec une très belle vue sur la mer qui a indiqué kilomètre zéro. Donc, voilà une personne qui a pris appui sur la longue distance des chemins de Compostelle pour identifier le cap Finistère comme étant le départ ou du moins le point d'arrivée. Ce qui s'inscrit également dans la logique de la sécularisation pardon, de la société dans laquelle nous vivons. Autre élément d'analyse, autant quand je vous montrais tout à l'heure les images touristiques, bon, on ne se serait pas cru nécessairement à Compostelle. Vous voyez bien que là, on est vraiment ancré à Compostelle, même si on n'a jamais fait le chemin, et même si on a une culture assez élastique des chemins. Pourquoi? Parce qu'on identifie de suite la Pecten Maximus, c'est-à-dire la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, c'est vraiment le marqueur, la référence, celui qui incarne pleinement la marque. Et je n'ai pas peur de parler de marque quand on parle de Saint-Jacques de Compostelle. Et cette marque, eh bien, elle est incarnée de différentes façons, que ce soit au sol, que ce soit par le fait d'avoir la coquille Saint-Jacques sur son sac à dos. Cette coquille Saint-Jacques qui est quand même un laissez-passer, hein, qui est quand même un passeport de sourire et d'accueil jusqu'à présent pour les marcheurs pèlerins. Et enfin, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le sujet qui est le plus présent, c'est le chemin à proprement parler. Le chemin, c'est vraiment le sujet sur Instagram et c'est le sujet des discussions avec les pèlerins. Les pèlerins appellent, ou du moins les marcheurs pèlerins, appellent le chemin le camino. Ils appellent le camino, qui est le chemin en espagnol, et c'est un moyen de l'incarner. Il est un personnage à proprement parler de ce voyage-là. Il est un personnage
avec lequel les marcheurs vont dialoguer. Il est présent tout au long du chemin, au lointain, au long cours, au plus près des pas des pèlerins, mais il représente près du tiers des photos publiées par les pèlerins, ce qui est somme toute très très significatif. Et donc fort de cela, fort de ces témoins, de ces marqueurs du XXIe siècle, du pèlerinage de Compostelle, on pourrait se dire, mais pourquoi ce pèlerinage est devenu ce qu'il est devenu et est devenu un phénomène de société? Eh bien, il repose sur des marqueurs qui sont à la fois politiques, culturels et patrimoniaux. Très, très simplement, un engagement de deux papes qui ont réalisé, donc Jean-Paul II et Benoît XVI, qui ont réalisé 3 visites en 82, 87 et 2010, et des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui ont été organisées en 1987. Donc c'est quelque chose de marquant. On oublie souvent de dire que le pape s'est énormément investi et avec une continuité, puisque deux papes ont été présents pour bien ancrer les chemins de Compostelle et surtout la construction européenne dans son histoire millénaire chrétienne. Fort de cela, un deuxième marqueur, excusez-moi, pardon, c'est l'inscription des chemins de Compostelle comme premier itinéraire culturel labellisé par le Conseil de l'Europe en 1987, qui était un message politique dans la construction européenne. Et enfin, le troisième marqueur, c'est ce bien complexe hybride que sont les chemins qui ont été inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO en Espagne et en France. Donc, si vous me le permettez, au niveau de la labellisation par le Conseil de l'Europe, en 87, le Conseil européen crée un label intitulé, je cite, Itinéraire culturel européen. Il s'agit de mettre en visibilité des parcours ou des ensembles culturels reconnus comme significatifs dans leur rapport à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire commune au sein de l'Europe, s'inscrivant dans le champ du tourisme culturel. À cette époque, donc il y a près de 40 ans maintenant, et dans ce contexte, il s'agit de créer les artefacts de l'imaginaire européen, à l'heure où la suppression des frontières est un objectif à moyen terme. On est dans la construction européenne. Or, le premier itinéraire que le Conseil de l'Europe labellise en 87, ce sont justement les chemins de Saint-Jacques, avec un itinéraire valorisé qui concerne, comme vous pouvez le voir sur cette figure, le Luxembourg, pardon, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse, donc des pays européens. Il est facile de percevoir l'instrumentalisation des chemins qui est à l'œuvre à ce moment-là. Et la légitimité provient aussi de l'histoire, de l'antériorité, et les chemins offrent alors cet imaginaire d'une conscience européenne latente à travers les pérégrinations des pèlerins sur les différentes époques. Ils s'affranchissaient des frontières, barrières culturelles, pour produire une unité, une communauté dans leur quête collective. Et donc on voit une appropriation politique par la culture qui produit du sens avec un chemin qui est réceptacle du pèlerinage chrétien depuis des siècles et définit ainsi une identité européenne ad hoc. C'est quand même assez étonnant, quoi que l'on en pense, que l'Europe, dans sa construction européenne, a refusé de parler des racines chrétiennes de l'Europe, à tort ou à raison, c'est pas mon propos. Mais le Conseil de l'Europe, lui, a pris appui sur les racines chrétiennes de l'Europe pour créer le premier chemin culturel européen. Encore un autre paradoxe des chemins de Compostelle. Le Conseil de l'Europe a créé un label que vous pouvez voir ici, sur fond bleu, donc référence au drapeau de l'Union européenne, avec une coquille Saint-Jacques stylisée qui est toujours présente sur les chemins balisés de Compostelle. Alors, deuxième dimension, ce sont les marqueurs politiques et culturels proposés par le label UNESCO. Donc là, je vous ai mis excusez-moi, je vous ai mis les chemins de Compostelle reconnus par l'UNESCO. Vous avez à la fois, j'essaye de déplacer ceci, voilà, vous avez à la fois, pardon, le chemin espagnol, le Camino Frances, qui a été reconnu par l'UNESCO en 1993. Vous avez les 4 chemins français qui ont été inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998. Et enfin, vous avez le chemin qu'on appelle le Camino del Nord, qui a été reconnu et inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2015.
Mais quelle est au fond la réalité de ces chemins? Ben, c'est un bien hybride. Pourquoi c'est un bien hybride? L'inscription des chemins au patrimoine mondial de l'UNESCO sont hybrides parce que c'est un bien culturel singulier qui s'est construit sur un ensemble de 78 éléments. D'accord? Les voici, ces 78 éléments. Euh, 78 éléments qui à la fois recoupent des biens, des monuments, mais également des ensembles, le plus connu étant quand même le Mont Saint-Michel, et donc on reconnaît cet ensemble comme étant partie constituante des chemins de Compostelle, mais également des sections de sentiers. D'accord? Donc vous avez des sections de sentiers, donc c'est-à-dire des passages avec du patrimoine matériel, mais également du patrimoine immatériel, c'est-à-dire les paysages qui sont proposés. Donc on voit que les chemins de Compostelle sont un bien hybride, c'est une construction qui a été faite ad hoc pour pouvoir proposer un ensemble cohérent, même s'il est disparate dans la nature des éléments, pour s'inscrire dans cette image, et du moins dans cet imaginaire millénaire. Alors, c'est un bien culturel singulier qui s'est construit sur un ensemble donc, de 78 éléments, constitué de 7 tronçons de sentiers, 71 monuments, dont 7 ponts, mais un dolmen avec une croix quand même, hein, 22 églises, 21 cathédrales et basiliques. Et au moment de leur inscription, les chemins de Saint-Jacques, que ce soit le chemin français ou le chemin espagnol, sont qualifiés d'objets nouveaux. En effet, un patrimoine matériel est associé à des tronçons de sentiers pour qualifier et pérenniser des paysages, c'est-à-dire du patrimoine immatériel. Et l'ensemble inscrit sur la liste de l'UNESCO est donc une construction pour proposer un sens, une cohérence de mémoire au service d'une vision contemporaine du monde, à savoir un glissement de la sphère religieuse vers la sphère culturelle. Vous voyez bien que l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO nous fait glisser du cultuel vers le culturel. Et donc, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est un formidable vecteur de notoriété et d'attractivité pour accroître la fréquentation des chemins. C'est, pour citer mon collègue et ami, le professeur Jean Davalon, c'est un catalyseur de la dimension communicationnelle de ce qu'on appelait la patrimonialisation. Alors, voilà, par exemple, deux ensembles qui se trouvent près de chez nous, à Toulouse. En l'occurrence, là, c'est la collégiale de la Romieux qui se trouve dans le Gers et l'église de Saint-Bertrand de Comminges ici et de Valcabrère ici, qui est un ensemble qui se trouve donc dans les Comminges, pas loin de Saint-Gaudens, au pied des Pyrénées. Fort de cela, aujourd'hui se posent quand même des questions majeures qui relèvent de la question de la surfréquentation des chemins de Compostelle sur certains tronçons. Pour vous donner un ordre d'idée, 440 000 personnes ont été recensées l'année dernière à Compostelle, alors même que la ville intramuros est recensée avec une population de 97 000 personnes. Donc vous avez 4 fois plus de pèlerins que d'habitants. C'est quand même pas anodin. Se pose également la question de savoir si les chemins de Compostelle sont un simple levier économique d'un territoire. Beaucoup de décideurs pensent cela, mais croire que les chemins de Compostelle sont un simple levier économique, ça voudrait dire que les chemins de Compostelle sont un simple GR, un simple chemin de randonnée. Mais c'est aussi réducteur et aussi stupide de penser les chemins de Compostelle comme cela que de dire que, étant donné qu'il y a 4 murs et un toit, le château de Versailles est une maison. Bien sûr que c'est une maison, mais il est bien réducteur que le qualifier de maison. C'est un endroit où s'est déroulé quand même l'histoire de France. C'est un endroit qui fait 18 000 mètres carrés et qui a 2900 pièces. C'est quand même pas anodin. Ben, les chemins de Compostelle, c'est ça aussi. Donc, on ne peut pas le considérer comme un simple levier économique et le couper de son histoire millénaire. Et enfin, se pose également la question des chemins spirituels et du pèlerinage et de slow tourisme. Est-ce que c'est une même réalité? Et je ne pense pas que ce soit une même réalité, en sachant, de mon point de vue, hein, que le slow tourisme est un phénomène mondial. Ce que je viens de vous présenter au niveau des chemins de Compostelle et l'attractivité des chemins de Compostelle, j'aurais pu vous dire exactement la même chose sur les chemins de pèlerinage au Japon, en particulier le Kumano, qui attire chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de personnes et qui aujourd'hui se trouve également
confrontés à des questions de surfréquentation sur certains de ces tronçons. Et enfin, pour pouvoir respecter les 20 minutes de discussion à venir, j'ai un peu débordé de mon temps, hein. Je ne peux que vous recommander de éventuellement poursuivre la discussion en vous connectant sur compostelle-lecolloque.org, où vous aurez des vidéos, des tables rondes et des discussions qui ont eu lieu lors de ce colloque, et de vous présenter également l'ouvrage Interroger les chemins de Compostelle au XXIe siècle, qui est un ouvrage collectif qui est le fruit du colloque que nous avons co-organisé sous l'égide du Conseil de l'Europe, de l'UNESCO, du ministère de la Culture et de Région de France au mois d'avril dernier à Toulouse. Et je vous remercie pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long, Rislen. Merci Christophe. Non, et en même temps, on se rend compte qu'on avait besoin de cette approche. Il y a, enfin, je pense pour tout le monde, hein, on a appris beaucoup de choses par rapport à. On voit bien les différents angles de vue, le fait que c'est un objet qui a plusieurs dimensions. Il y a quelques questions de. Alors, peut-être ce que je propose, il y a des questions dans le chat et Véro a émis des interrogations. On peut peut-être lui donner la parole. Euh, Si tu veux prendre la parole, sinon les questions. Alors, ma première question, est-ce que le désenchantement de la modernité et l'effacement du sacré dans nos sociétés contemporaines pourrait-il expliquer l'intérêt renouvelé pour le merveilleux et les pratiques spirituelles et donc ce besoin de se challenger sur le chemin de Compostelle? Comment interpréter cette quête de réenchantement dans le contexte actuel? C'est une très bonne question, mais il y a plusieurs questions, madame, dans votre propre question. On pourrait y passer de nombreuses heures, mais pour faire Alors, très... je vous explique le Non, mais vous pourquoi du inquiétez pas, comment. je l'ai bien perçu, je peux y répondre, j'ai pas de Oui, oui, souci. non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis en Inde D'accord? et j'ai régulièrement des personnes qui me disent, donc des Français, puisque je suis sur le marché français, je suis en recherche spirituelle et je souhaite venir en Inde. Et ma réponse, elle est, mais il n'y a pas besoin de venir en Inde pour se trouver spirituellement. Il y a énormément de possibilités d'exploration en Europe ou en France. Donc voilà. Bien sûr. Très pertinente votre question. On pourrait partir, si vous voulez, d'un postulat de départ qui n'est pas très tendance, et voire même pas très politiquement correct dans notre dynamique de sécularisation. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Yves Coppens, anthropologue de renommée mondiale internationale. C'est pas n'importe qui. Yves Coppens nous dit, à la suite de ses travaux, il nous dit, ben, il y a 100 000 ans, vous imaginez, 100 000 ans, euh, les hommes enterraient leurs morts avec des process funéraires que l'on observe dans les tombes. Donc il y a 100 000 ans, on se souciait déjà de l'au-delà. L'homme regardait les étoiles et se posait des questions sur son sens. Et toutes tout le travail et toutes les traces que nos ancêtres ont laissées dans les grottes, la dernière en date, la grotte Cosquer, dont un artefact est visible à Marseille, tend à démontrer cela. Donc on pourrait dire qu'à la base, l'homme, ce qui va le qualifier, alors c'est mon collègue également, un sociologue et ami, David Le Breton, qui dit ça, ce qui caractérise l'homme, c'est la bipédie. C'est parce que nous, et c'est la marche, c'est parce que nous avons marché, Homo sapiens, c'est parce qu'Homo sapiens a marché et a marché sur de longues distances qu'il a pu s'approprier l'espace. D'accord? Nous avons colonisé l'espace par la marche. Et ce qui caractérise l'homme, c'est à la fois la marche, donc c'est-à-dire cette horizontalité, mais également une verticalité. La recherche d'une verticalité, la recherche d'une spiritualité, c'est totalement intrinsèque à la nature humaine. Chasser le spirituel, il reviendra d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, dans notre société sécularisée, beaucoup de gens vont mettre du sacré, je pèse mes mots, dans par exemple le digital, la digitalisation de notre société.
Et je pourrais vous faire un exposé là-dessus. Donc, quand on chasse le spirituel ou le sacré d'une certaine façon, il va revenir d'une autre façon parce que c'est consubstantiel à la nature humaine. Point. Fort de cela, alors, on pourrait même aller loin, hein, dans une société athée, prenons l'exemple de l'Union soviétique, par exemple, où l'athéisme était de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'on a embaumé Lénine et qu'il y avait un mausolée dédié à Lénine sur la place Rouge. Vous voyez bien qu'on a créé du sacré dans cette société qui était totalement athée. Donc on avait bien besoin de cette quête, de cette forme de spiritualité qui en était une aussi, très différente de celle que je convoque aujourd'hui dans notre discussion. Mais donc, comme la spiritualité est très importante et consubstantielle à l'homme, beaucoup de gens qui marchent recherchent une forme de verticalité. Et ils recherchent une verticalité pour donner du sens. La plupart des gens que j'ai interrogés dans mes enquêtes sont souvent dans une démarche de rupture. Alors la rupture, ça peut être, je sais pas, je viens de prendre ma retraite, ou je relève d'une maladie, ou voilà, ils ont eu un parcours dans leur vie où j'atteins un âge qui fait que je me pose des questions, qui fait qu'ils ont besoin de sens. Et le sens, ils vont le trouver par la marche. La marche a la particularité, par la régularité qu'elle entraîne et la redondance qu'elle génère au quotidien, de générer une introspection. Il y a une mécanique de cette introspection. Et cette introspection va derrière interroger le sacré, va interroger le merveilleux. Et les gens que j'ai interrogés ne sont pas tous catholiques, ne sont pas tous chrétiens, ne sont pas tous croyants, au sens où ils déclarent une croyance, mais ils recherchent tous une forme de merveilleux. Et ils se créent, si j'ose dire, par des artefacts, par des choses qui vont aller chercher à gauche et à droite une forme de spiritualité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, ça va. Et en fait, il y a déjà une réponse à la deuxième question, à savoir les chemins attirent bien plus que des pèlerins traditionnels. Ils accueillent aussi des voyageurs d'horizons variés. Mais que recherchent-ils exactement? Et en fait, vous venez juste d'y répondre. C'est ça, c'est ça. Merci. Avec plaisir, madame. D'autres questions? Moi, je vais peut-être du coup. Vous avez parlé du surtourisme sur les chemins de Compostelle. Mais c'est pas. Enfin, Excusez-moi, madame, vous pourriez vous rapprocher du micro, je vous entends mal. Vous avez parlé de surtourisme sur les chemins de Compostelle, qui sont assez centrés d'ailleurs sur des monuments particuliers et non pas forcément sur le chemin lui-même. Si vous parlez du Mont-Saint-Michel, qui est surfréquenté depuis des années et des années, mais pas forcément par des pèlerins, mais par simplement la grandeur ou la beauté du monument ou l'édifice ou sa spécificité d'être en plein cœur de l'océan. Bon, comment est-ce qu'on peut parler de surtourisme sur ces chemins-là alors qu'en fait, Vézelay a certainement besoin de beaucoup plus de touristes aujourd'hui pour pouvoir faire vivre son économie locale, parce qu'en fait, Vézelay, sa vie, allez, 5 semaines par an. Le reste du temps, Vézelay ne vit pas. Je parle économiquement, en tout cas, même d'un point de vue touristique. C'est très saisonnier, en fait. Donc, on ne peut pas parler de surtourisme sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle tout au long de l'année. C'est ce que vous avez aussi démontré dans un espèce de calendrier. Donc, le surtourisme, pour moi, il est pas effectif s'il ne dure que 2 jours par an. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, madame, que je suis allé très vite et donc vous m'avez probablement mal compris. J'en suis désolé. Je parlais d'un surtourisme qui existe sur certains tronçons. Je n'ai pas dit qu'il existait sur l'ensemble des chemins. Il existe sur certains tronçons. Pas en France, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous avez vu que les chemins convergent tous pour aller à Compostelle. Et je peux vous dire, pour être membre du comité international des experts de Compostelle et m'y être rendu à quelques fois, je peux vous assurer, madame, qu'il y a aujourd'hui
les Galiciens, bien évidemment, les politiques sur site ne vont pas le dire. Ils ne vont surtout pas vous dire ce que je vous dis, mais moi, je vous le dis, il y a à Compostelle un véritable surtourisme et une surfréquentation, je pèse mes mots, à Compostelle, parce qu'il suffit d'interroger les habitants. Et vous allez voir, je ne le souhaite pas, mais vous allez voir que prochainement, vous aurez les mêmes panneaux à Compostelle que vous avez aujourd'hui à Barcelone, à Madrid ou ailleurs, où ils vont vous dire stop au tourisme. Et la même chose que vous avez à Venise. Donc, je n'ai pas dit qu'il y avait du surtourisme sur l'intégralité des chemins. Je vous dis seulement qu'il y a du surtourisme sur certains tronçons et que ce soit sur le Camino Frances ou comme ce soit sur le lieu d'arrivée à destination à Compostelle, là, vous avez du surtourisme. En décembre, je suis d'accord avec vous, c'est fluide. Mais du mois de mai au mois de septembre, je peux vous assurer qu'à Compostelle, c'est chaud. Je n'en doute pas un seul instant, hein. Je ne remets pas ça en question. C'est pas du tout le propos. Mais donc, et donc, est-ce qu'on a il y a besoin de oui. régulation de ce tourisme? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place pour qu'il puisse ne pas pénaliser, on va dire, certaines destinations, alors pas celles de Compostelle en tant que telle, puisque bon, là, il faut vraiment réguler, mais quelles sont les solutions qu'on doit apporter pour qu'en fait, les chemins puissent continuer à être empruntés avec des spots, on va dire passage obligé, hein, tous nos sanctuaires. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à emprunter ces chemins de manière plus responsable, de manière plus peut-être, je ne sais pas, économiquement parlant aussi plus profitable, parce qu'en fait, il faut quand même que tous ces lieux continuent à vivre. Donc, est-ce que vous avez dans votre panier une solution ou des solutions à proposer aux voyageurs Alors, ou aux vendeurs même de ces itinéraires? Alors, si je vous parlais de façon un peu triviale, vous avez des itinéraires bis qui se mettent en place. Quand vous avez la reconnaissance par l'UNESCO du Camino del Nord en Espagne, c'est celui que je vous ai montré, là, le Camino qui longe la côte en 2015, c'est à la fois parce que et il rassemble, bien évidemment, l'UNESCO ne crée pas des itinéraires bis. L'UNESCO va sanctuariser des choses qui sont remarquables. Mais en sanctuarisant ce chemin qui est tout à fait remarquable, c'est un moyen, conséquence, de créer un itinéraire bis et de délester un peu aussi le Camino Frances. Ça, c'est un premier élément de réponse. Alors après, vous avez des éléments de réponse qui sont tout à fait singuliers et qui ne sont pas nécessairement dans notre culture. Au Japon, mon collègue, le professeur Sasaki, de l'université de Toyo à Tokyo, ben lui nous a expliqué qu'au Japon, c'est tellement prenant et c'est tellement une vraie question qu'ils ont créé de faux chemins. Vous voyez, ils ont créé des chemins bis, mais qui sont une construction récente pour permettre aux gens de marcher et de faire leur cheminement et de faire leur quête spirituelle. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je vous dis, voilà ce qu'ils ont mis en place. Donc, c'est une façon de mettre des itinéraires bis, mais qui ne sont pas comparables avec le Camino del Nord que je vous ai cité tout à l'heure, qui lui est sanctuarisé par l'UNESCO par des monuments remarquables. Au Japon, on a créé véritablement de nouveaux chemins, de nouvelles façons de pouvoir cheminer, puisque le besoin est là. La quête du merveilleux et du spirituel étant là, eh bien, on crée de nouveaux chemins parce qu'il y a un véritable encombrement. C'était assez étonnant de voir mon collègue Sasaki nous présenter ça au mois d'avril dernier, mais voilà des éléments de réponse que les institutionnels cherchent à mettre en place. Pas en français, nous, on n'a pas ce besoin-là. Et le Mont-Saint-Michel, il fait partie des biens inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle, mais il est déjà inscrit aussi en lui-même pour ce qu'il est. C'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. D'accord, mais la finalité, par exemple, si on parle de Compostelle, on crée des chemins bis, mais on va arriver à Compostelle. Donc, nos 400 000, il y aura toujours, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Et aujourd'hui, les décideurs en Galice
disent qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, le gouvernement de la province de Galice dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien croire qu'il n'y ait pas de problème, mais par contre, je sais voir avec mes yeux, et vous savez comme moi qu'il est toujours un drame de ne pas dire ce que nos yeux voient. Et moi, je peux vous assurer que c'est une vraie question. Et s'ils ne la traitent pas d'une façon ou d'une autre, ça va leur revenir au visage comme un boomerang avec une force considérable. J'ai attiré leur attention d'une manière informelle sur ce sujet. Ça ne semble pas être un sujet d'actualité. Il le deviendra bien malgré moi et bien malgré eux. À Venise, on a mis une espèce de borne, hein, on va dire, payante pour justement réguler ce tourisme. On est en train aussi d'essayer de faire en sorte que les gros bateaux qui arrivent et qui passent devant la Venezia puissent être détournés. Ça fait partie pour moi des solutions qu'on peut apporter à des villes qui sont meurtries par ce surtourisme. Plutôt que de voir Compostelle se voir retourner dans la figure, comme vous dites, son désengagement, ou en tout cas qui se voit de la face, en fait, en gros, sur les conséquences de ce surtourisme, on ne peut pas à nous seuls changer du jour au lendemain tout Non, ça. oui. Mais vous avez aujourd'hui, pour parler de la France, je pense à votre collègue qui prenait la parole tout à l'heure et qui est en Inde, et qui me disait à juste titre, mais nous avons énormément de chemins et énormément de marqueurs du merveilleux et du spirituel en France. Je vais vous donner un exemple de cela. La région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cherche à valoriser un chemin avec des frères dominicains, qui est le chemin, qui est donc le pèlerinage de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, donc la pécheresse qui était auprès de Jésus, et qui, selon la mythologie, est arrivée avec les deux Maries, Marie-Salomé et la deuxième Marie, excusez-moi, Marie-Sarah. Ils sont arrivés aux Saintes Maries de la Mer, et en arrivant aux Saintes Maries de la Mer, eh bien, Marie-Madeleine aurait pérégriné jusqu'à arriver à la Sainte-Baume, hein, la montagne qui est pas très loin d'Aix-en-Provence, en l'occurrence dans le Haut-Var. Et il y a un sanctuaire, donc au sommet de la Sainte-Baume, où se trouvent aujourd'hui, entre autres, des dominicains. Et la région cherche à véritablement créer, mais vraiment là de toutes pièces, hein, depuis quelques années, un chemin qui va des Saintes-Maries de la Mer jusqu'à la Sainte-Baume, avec des étapes le long de l'étang de Berre, en passant ensuite le long de la Côte Bleue, en repassant par Marseille, en remontant comme cela. Pour tout vous dire, c'est un chemin culturel et spirituel que je suis sur le point d'analyser avec des chercheurs de l'Institut catholique de Paris. Donc, je ne sais pas si c'est un itinéraire bis, je n'oserais pas dire ça. C'est un autre chemin, c'est un autre chemin de pèlerinage et qui répond à ces attentes, je pense, de slow tourisme ou de tourisme spirituel qui se mettent en place. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place également par ailleurs. On l'a déjà vendu, nous, ce chemin une fois, à une demande de femmes qui voulaient faire un pèlerinage entre elles. Elles sont parties de Barcelone et qui ont fait effectivement. Il est assez sommaire, ce chemin. On est d'accord. Voilà, avec des séances voilà, de recueillement sur différents spots. Donc, oui, je pense qu'il est déjà connu et ces femmes étaient brésiliennes, pour vous dire. Donc effectivement, il y a des moyens de toute façon de pouvoir changer, c'est sûr. Les professionnels du tourisme, c'est eux aussi qui sont détenteurs de cette solution. Parce que c'est aussi parfois à nous de proposer ces changements et de les valoriser auprès d'une clientèle qui n'en a pas encore conscience. Bien sûr. Mais ça nécessite ce qu'on appelle de l'éducation. Donc, former des vendeurs sur ce type de voyage dit spirituel ou trek ou slow, mais nécessite une formation. Mais Fanny, oui.
est-ce que une personne qui est en recherche de ce cheminement, est-ce qu'il va contacter une agence de voyage ou un professionnel du tourisme? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Après, je pense qu'on a besoin aussi de savoir mieux analyser les demandes de nos clients et mieux les connaître afin de pouvoir leur proposer quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas pensé, mais qui en tout cas pourrait leur apporter quelque chose. Et je pense que ça, c'est notre boulot. On l'a oublié. On l'a oublié, mais ça peut revenir. Je pense que typiquement, cette clientèle sur Maria Magdalena que nous avons eue de la part de Brésiliens, c'était des gens qui s'étaient déjà renseignés sur ce type de voyage, mais ils ne savaient pas le concrétiser. Parce que ne connaissant pas la destination, il a bien fallu qu'en fait l'agence étudie et se plie en fait à cette volonté, à savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir les acheminer sur les lieux dont elles avaient entendu parler. Donc oui, l'agence, elle a un rôle à jouer justement pour conduire et emmener cette clientèle là où elle veut aller, mais elle ne sait pas comment y aller. Donc oui, je pense que nous aussi, en tant que professionnels, on a un rôle à jouer sur des demandes qui ne sont peut-être pas identifiées, mais sur lesquelles on peut apporter quelque chose. Je sais pas. C'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, c'est vrai que ça ouvre d'autres questions. On arrive un petit peu vers la fin. Je vous remercie beaucoup parce que là, ce qu'on voit à travers tout ce que vous nous avez décrit par rapport au chemin de Compostelle et ce que vous venez de dire, Fanny, aussi par rapport à vos métiers avec Véro, il y a un enjeu au niveau de l'accès à l'information. Il y a un enjeu au niveau de la personnalisation du voyage. Vous parlez voilà, de personnes vraiment typiques qui viennent avec leurs demandes et aujourd'hui, le voyageur a envie d'être considéré euh, dans son identité de voyageur à part entière, pas un groupe de voyage. On a parlé de surtourisme, alors c'est toujours la grande complexité. Quand on parle de surtourisme, quelle définition exactement on donne à ce terme et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on voit bien que le voyage en général, et du point de vue économique, c'est l'affaire de tout le monde, à la fois individuellement et collectivement, et jusqu'aux autorités politiques qui mettent en œuvre des actions, par l'exemple de Venise que vous aviez donné tout à l'heure et qui pourra peut-être donner des idées aux autorités politiques au niveau de Compostelle, parce qu'à un moment donné, ils seront face à une problématique et ils seront obligés d'y répondre. Il y a à travers le monde d'autres problématiques encore plus graves qui sont comme la gestion des déchets. Vous êtes obligé de quitter une ville pour en créer une nouvelle. Donc c'est le surtourisme est réel. Maintenant, il pose, c'est un objet scientifique complexe aussi. Ça mériterait un webinaire à part entière. Et voilà, et merci Christophe d'avoir répondu à cette invitation. J'espère aussi que par rapport à tes travaux et ce que tu vas peut-être mener au sein de la région PACA, où ça peut être, voilà, Respire, c'est aussi une communauté de personnes, d'agences, mais aussi toutes sortes de personnes qui travaillent dans les milieux du tourisme ou qui sont intéressés par le voyage tout simplement. Donc, ça peut être Je aussi... reviendrai avec grand plaisir vous parler des chemins qui conduisent au sanctuaire de Marie-Madeleine. Donnez-moi quelques mois encore et je reviendrai avec grand plaisir. Merci en tout cas et Merci à vous. On se dit à bientôt. on se dit à bientôt et à un prochain Merci. webinaire aussi pour une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Un peu le décalage horaire pour les uns et les autres. On est sur toutes les zones. Moi, je commence la matinée de là où je suis. À bientôt. Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.